La situation a toutefois évolué depuis le 16 octobre. Par exemple, compte tenu en particulier des perspectives d'exécution de 2023, l'Ondam pour 2024 peut désormais sembler optimiste et c'est pour cette raison que nous vous proposerons de supprimer l'article 43. Ces similitudes institutionnelles par rapport à il y a un an ne doivent pas masquer deux profondes évolutions qui font de ce PLFSS un PLFSS de rupture. La première rupture, c'est l'abandon affiché non seulement de l'objectif de retour de la sécurité sociale à l'équilibre, mais même d'un simple objectif de stabilisation du déficit. Le déficit a atteint 40 milliards d'euros en 2020 du fait de la crise sanitaire, ce qui était inévitable et parfaitement normal, la France ayant connu la pire récession économique depuis la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il fallait en plus assumer le coût direct de la crise sanitaire, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. On peut aussi considérer que le point de départ actuel, c'est-à-dire de 8,8 milliards d'euros en 2023, est aussi pour l'essentiel normal, le produit intérieur brut ayant été réduit par la crise de manière durable, voire pérenne, ce qui explique l'essentiel de ce déficit. Ce qui est sans doute moins normal, c'est qu'à partir de ce point de départ de 8,8 milliards d'euros, la situation se dégrade fortement, l'augmentation du déficit se poursuivant pour atteindre 17,5 milliards d'euros en 2027. C'est une différence majeure par rapport à la situation des années 2010, où après la crise des dettes souveraines, le déficit était passé de plus de 25 milliards d'euros à un quasi-équilibre avant la crise sanitaire. Il y a là comme un aveu d'impuissance, l'idée assumée que l'on transmet aux générations futures la dette sociale. Schématiquement, la branche maladie, actuellement déficitaire d'environ 10 milliards d'euros, le resterait jusqu'en 2027. La branche vieillesse verrait quant à elle son déficit exploser, passant de 2 milliards d'euros en 2023 à 14 milliards d'euros en 2027. Évidemment, il ne faut pas se tromper sur le sens de ces chiffres relatifs aux retraites. La loi de financement de sécurité sociale pour 2023, qui supposait déjà dans sa programmation un report de l'âge légal de la retraite, prévoyait un déficit de la branche vieillesse de 15,7 milliards d'euros en 2026. Déficit qui a été ramené à 14,2 milliards d'euros lors de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale en début d'année, réformant les retraites, ce qui n'est pas significativement différent des 14 milliards d'euros actuellement prévus pour 2027. Cette augmentation du déficit de la branche vieillesse n'est donc pas une nouveauté. Elle était prévue lors de la récente réforme des retraites qui, selon le gouvernement, réduit le déficit de 6,3 milliards d'euros en 2027. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que contrairement à ce qui était le cas dans les précédentes lois de financement de sécurité sociale, on ne prévoit plus d'amélioration du solde de la branche maladie. Le gouvernement assume de financer durablement la santé par le déficit. C'est ça qui est véritablement contestable dans ce PLFSS. La seconde rupture, c'est que l'on assiste à une déconnexion historique en 2023 entre le déficit de la sécurité sociale d'un côté de 8,8 milliards d'euros et l'excédent, je dis bien l'excédent, pas le déficit, de l'ensemble des administrations de sécurité sociale qui comprennent, en plus de la sécurité sociale, des entités comme la CADES, l'UNEDIC ou les régimes complémentaires de retraite. Ces administrations de sécurité sociale, qui correspondent donc à un périmètre nettement plus large que la sécurité sociale, auraient cette année un excédent très important, ce qui est un phénomène nouveau apparu l'année dernière. Le gouvernement suppose que ce phénomène historiquement atypique, loin de se résorber, va s'accentuer d'ici 2027, où l'excédent des administrations de sécurité sociale atteindrait 1 point de PIB, c'est-à-dire 30 milliards d'euros. D'où ces plus de 30 milliards d'euros d'excédent global viendraient-ils? D'un côté, on aurait 17,5 milliards d'euros, le déficit de la sécurité sociale stricto sensu, et de l'autre, on aurait une cinquantaine de milliards d'euros d'excédents divers, correspondant essentiellement à la CADES, à l'UNEDIC, au régime complémentaire de retraite et à 6 milliards d'euros d'économies restant à documenter, monsieur le ministre, et dont on ne sait pas encore comment elles se répartiront entre la sécurité sociale et justement les administrations de sécurité sociale.
au sens strict et donc les autres administrations. Cette programmation amène à se poser donc 4 questions. La première question est de savoir si cette programmation d'excédent des administrations de sécurité sociale à l'échéance 2027 est réaliste. La commission des affaires sociales la juge optimiste. Elle estime que du fait notamment d'une hypothèse de croissance déjà optimiste de 1,3% par an, plutôt que de 1,7 par an, comme le prévoit le gouvernement, et d'un Ondam plus dynamique, le déficit de la sécurité sociale stricto sensu sera en 2027 nettement supérieur à ce que prévoit la loi de financement de sécurité sociale. Elle considère en outre que les prévisions d'excédent de l'Unédic et des régimes complémentaires de retraite sont optimistes. Au total, en 2027, l'excédent des administrations de sécurité sociale considérées dans leur ensemble ne serait pas de plus de 30 milliards d'euros, mais à notre avis, de seulement quelques milliards d'euros. La deuxième question est de savoir comment gérer une situation de décalage entre une sécurité sociale stricto sensu en fort déficit et d'autres administrations de sécurité sociale en fort excédent, même s'il nous semble que cet excédent sera moins fort que ce que pense le gouvernement. Le gouvernement choisit de prendre de l'argent aux administrations de sécurité sociale en fort excédent pour le transférer à la branche vieillesse dans le cas de l'Agirc-Arrco ou à l'État dans le cas de l'Unédic. La commission des affaires sociales juge ces 2 mesures inappropriées et elle vous proposera de supprimer les dispositions correspondantes aux articles 9 et article 10. La commission considère qu'il ne faut pas réaliser subrepticement une nouvelle réforme des retraites en contraignant financièrement l'Agirc-Arrco et que la priorité pour l'Unédic, comme d'ailleurs pour l'ensemble des administrations publiques, est de se désendetter. Si l'État veut financer de nouvelles dépenses, il doit le financer par des économies. La troisième question est celle du financement d'une dette de la sécurité sociale stricto sensu qui va continuer à croître. En 2020, la loi autorisait à transférer 136 milliards d'euros de la dette à la Cades. Actuellement, c'est seulement 8,8 milliards d'euros qui restent disponibles et c'est justement le déficit de cette année, ça tombe assez bien. Et donc, à droit inchangé, les déficits annuels vont s'accumuler à l'URSSAF Caisse nationale. Si on ne fait rien, dans 10 ans, la somme pourrait atteindre 200 milliards d'euros. L'URSSAF Caisse nationale se finançant à court terme sur les marchés, cela serait dangereux, en particulier si la France devait connaître une nouvelle crise économique. Je vais aller à la quatrième question et celle de ce qu'il faut faire pour réduire le déficit de la sécurité sociale stricto sensu. Comme les années précédentes, la commission des affaires sociales a abordé chacun des articles de ce texte de façon constructive. En particulier, elle propose de rétablir, donc je l'ai dit, l'article liminaire, l'article 1 et l'article 2 un peu modifiés. Et puis, elle a toutefois adopté un amendement tendant à modifier la répartition de l'Ondam 2023 entre ces différentes composantes. Elle a exprimé son désaccord avec la trajectoire financière et l'absence de stratégie du gouvernement en proposant de rejeter l'article 16 et annexe A, ainsi que l'article 42.